Oui, parce qu'ils se disent, vous avez des privilèges et des immunités. Vous pouvez rester même toute votre vie dans ma maison sans payer. Je ne peux pas vous mettre dehors. Parce qu'on va dire, la France a violé les immunités, les privilèges. Je caricature un peu, mais c'est ça la réalité. Mais cette réalité-là, plus ou moins, comme je peux le dire, pour nuancer, me permet de dire, de démontrer par là la grande responsabilité qui est la mienne. Quand on a des privilèges, quand on a des immunités, quand on a un certain pouvoir, c'est là où il faut savoir bien user de ces pouvoirs. Pour les biens. Moi, en tant que chrétien catholique, ma mère me rappelait toujours, n'oublie pas tout ce que Dieu va te donner. Dieu ne donne pas pour toi-même. Il donne pour que tu puisses aider la multitude. Aider les autres, être au service des autres. C'est comme ça que, depuis que j'exerce quelques fonctions, que le président Boutier venait avec beaucoup d'élégance de présenter ici, mais je peux vous le dire, ma petite expérience personnelle. C'est vrai, j'étais ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. J'ai trouvé l'université congolaise dans les chaos. Depuis 1978, moi j'étais ministre de l'enseignement supérieur en 2003, à partir de 2003. Eh bien, de 1978 à 2003, l'université congolaise n'a pas été réformée. Un pays, dans tous les pays sérieux, tous les 5 ans, on revisite les programmes d'enseignement. On réforme. Parce que l'éducation évolue, parce que la technologie, les sciences évoluent également. L'éducation, les systèmes ne doivent pas rester figés. J'arrive en 2003, je me suis donné ces challenges. Je me suis engagé dans une voie des réformateurs. C'est moi qui ai transformé l'UPEN, qui est devenue Université pédagogique nationale. Parce que j'ai vu que, à l'époque, la capitale, on était autour de 10 millions, 12 millions même, 10, 12 millions, 8, 10 millions à peu près, parce que maintenant on parle de 12 millions, d'autres exagèrent, entre 8 et 9 millions. C'était la somme de la population. Quand vous prenez les Congo-Brazzaville, les Gabon, vous ajoutez un peu du Centrafrique, plus de 3 pays africains. Imaginez 3 pays africains comme ceux-là, Congo-Brazzaville, Gabon, par exemple, vous ajoutez un peu du Centrafrique ou du Cameroun ou du Congo, ou de la Guinée équatoriale. Imaginez toute cette population-là avec une seule université de référence. Parce qu'à cette époque-là, la seule université publique, université, je dis bien, pas institut et autres, c'était l'UNIKIN, la seule. Construite pour accueillir 5 000, l'université en est arrivée à 30 000. Avec notre démographie généreuse, nous bénissons Dieu de cette démographie. Je ne pense pas qu'il y aura des freins à la démographie, parce que le Congo a besoin de ceux qui vont la transformer demain. Alors, je me suis rendu compte que les taux d'occupation des salles étaient de 242%. C'est-à-dire qu'il y avait un siège pour 242 étudiants. Et donc, ça signifie qu'une année scolaire dure 220 jours. Même si on alignait tout le monde un jour de l'année, tu puisses trouver une place assise, il y en aura qui auront manqué. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais suivi les cours assis. C'était un défi majeur. Ça m'a engagé dans la réforme. Et quand je disais qu'on construit les universités parce que nos enfants suivent les cours à l'extérieur, certains n'y croyaient pas, croyaient que non, c'est normal. Ils voyaient ça comme étant parfaitement normal. Je dis, ce n'était pas normal. Il faudra qu'on construise des études. Non, ça ne vient pas, on ne fait rien, nous sommes en transition, et ainsi de suite. Les pays ont encore des difficultés, ils sortent d'une longue guerre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre dans une vie humaine. L'éducation et la santé. Si quelqu'un est malade aujourd'hui, vous dites, non, nous sommes en train de construire, on va construire dans 5 ans des hôpitaux de grande qualité, on invitera des grands médecins qui pourront vous savez, mais les gars la personne voit sa vie qui est en train de s'arrêter, n'est-ce pas? L'école, un enfant qui a son bac aujourd'hui, vous lui dites que attendez 2-3 ans, on aura construit des universités. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, quelles que soient les circonstances. C'est comme nous avons mal au cœur de voir ce qui se passe chez nous, au Congo, notamment, principalement dans l'épicentre de Goma, dans les différents territoires de Rutshuru, Masisi. Et maintenant, on nous dit qu'ils ont fait un pas vers Walikale. Walikale, vous savez, c'est la capitale mondiale du coltan. C'est Walikale. C'est là où on a l'impression qu'à la place des sables, on n'a que du coltan. Et donc, maintenant, ils ouvrent la voie de Walikale, et principalement Walikale, c'est la Chopo qui s'amène. Et qui dit la Chopo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vont trouver avec Sangani? De l'or, du diamant. Mais visiblement,
ils visent l'Ituri, parce qu'ils avaient tenté aussi de nous envoyer vers l'Ituri, mais le général qu'on a mis là-bas a fait un travail impeccable. Parce que maintenant, vous le savez, la société qui exploite c'est Gold, hein? Barrick Gold, qui exploite dès lors à Ituri. Aujourd'hui, ils ont trouvé encore un grand potentiel des ressources énormes d'or. Or, l'or est en train de battre tous les records des prix sur les marchés actuellement. Donc là, on voit que la guerre qu'on nous livre à l'Est par le Rwanda, ce n'est pas une guerre d'idéologie, comme on en a connu dans les années 70. Il fallait être du camp communiste ou du camp capitaliste qui s'est livré la guerre. Mais ici, c'est parce que nous avons des dirigeants qui sont devenus, qui ont adhéré à une vision hégémonique et expansionniste. Et sans compter que maintenant on connaît la vérité. C'était pour accéder à nos minéraux stratégiques qui nous ont fait cette guerre. Mais quand on voit les prix qui est à payer aujourd'hui, les prix qui a été payé, c'est énorme. Donc je voulais dire que par rapport aux réformes, j'ai réformé au niveau de l'enseignement supérieur. Je ne me vante pas, c'est moi qui ai multiplié par 10 les salaires des professeurs en 2004. Les gens me disaient c'est impossible, tu n'arriveras pas. Le gouvernement m'avait promis, mais dans les arbitrages budgétaires, c'est là où les romans s'empoignent. C'est dans les arbitrages, parce qu'on a même les gâteaux petits, c'est les budgets. À l'époque, les budgets ne dépassaient pas 600 millions de dollars. Il faut se partager. Chaque ministre a des projets qu'il doit faire financer. Chacun ne vient pas toucher. On me dit, vous voulez qu'on vous ajoute quelque chose, mais dites-nous auprès de qui on va retirer. Parce que pour vous donner, il faut qu'on retire à un autre ministère pour vous donner. Et je me suis rendu compte qu'on ne fera jamais de réformes et le secteur de l'enseignement supérieur va s'écrouler. C'est ce que j'ai fait. Finalement, je me suis rendu compte, j'avais un directeur de cabinet qui était un expert en droit constitutionnel. J'ai dit, mais finalement, qui est la véritable autorité budgétaire? Il m'a dit, non, la véritable autorité budgétaire, c'est le Parlement. J'ai dit, prenez contact, dis-moi, qui est le président de la commission économico-financière? Dites au président, je vais être interpellé au Parlement. Vous avez 600 personnes qui siègent au Parlement. Tous les 600 ne vont pas vous aimer. Vous êtes ministre, il y a ceux qui lorgnent sur ton poste. Tu es interpellé au Parlement, tu peux rentrer ministre et tu en sors un ministre en sursis. Et je leur dis non, je n'ai pas le choix. Je ne vois pas ce que je fais ici si je ne valorise pas le travail des professeurs. Si on n'améliore pas les conditions des professeurs, on ne pourra jamais réformer l'université. Parce qu'un ventre affamé n'a pas d'oreille. Le professeur qui arrive, il n'a pas pris une tasse d'été le matin, il ne sait pas comment il va rentrer chez lui à la maison, les moyens de transport, c'est compliqué. Moi, je dois commencer par là, il faut que je fasse quelque chose. Et évidemment, j'ai pu avoir l'interpellation, je suis passé au Parlement, un certain 13 décembre 2003, et là, vraiment, j'ai demandé le standing ovation